est-ce que le fait de regarder des séries, ça s'oppose à venir voir des spectacles comme à Momix? Est-ce que le public fait vraiment des choix comme ça? Je sais pas, nos invités notamment. On accueille d'ailleurs Philippe autour de la table, bonsoir, qui est le directeur du festival Momix. Merci pour l'invitation. Bienvenue. Voilà. Bienvenue. On avait un petit débat justement sur ce qu'on dit souvent, les gens, maintenant ils sont sur Netflix, ils viennent plus au spectacle, ils vont plus au cinéma. Ouais. Moi, pendant longtemps, je disais, pour moi, la culture, ça se multipliait. On faisait un truc, on faisait l'autre aussi, puis ça nous ouvrait à un troisième truc, puis les potes ils disaient, ah bien, on va à machin. Et c'est comme ça que moi je suis passé effectivement de la radio au Noumatrouf, à la filature, ensuite à Momix. Est-ce que ce paradoxe, c'est toujours vrai ou pas? Oui, il faut tout faire. Quand on a la chance d'avoir une activité culturelle dans un territoire, il faut essayer de tenter tout ce qui se profile autour de nous. Maintenant, la question du spectacle vivant, c'est une dimension qui est très singulière parce qu'elle est justement dans le domaine du vivant. Donc on a beau avoir des dimensions culturelles qui sont liées aux films ou aux séries, ça reste malgré tout des formats numériques, ça reste malgré tout une dimension de culture un peu plus industrielle qu'artistique dans le sens du vivant. Et moi je crois que ce qui compte beaucoup, notamment dans la formation des enfants, c'est de leur offrir la possibilité de vivre des moments d'émotion à travers la relation du vivant. Et malheureusement, il n'y a que le spectacle vivant qui permet d'avoir des vivants sur une scène et des vivants dans une salle qui interagissent. Ouais. Tandis que la série elle est très intéressante sur le plan émotionnel, mais c'est très centré sur soi-même parce qu'on est soi-même dans une dimension, on regarde un film, on regarde une série et ça reste auto-centré sur soi. Oui. Donc, ouais. voilà, il n'y a pas de partage, on ne partage pas avec l'écran. Non, voilà. Ni avec l'écran, ni avec son voisin. Ou alors il faut faire quelque chose en commun. D'où aussi l'importance du cinéma, parce que le cinéma, sortir et aller dans une salle de cinéma, c'est encore un acte aussi qui est un acte social. Et on est dans une société où aujourd'hui, l'individualisation, elle passe aussi par l'individualisation de la pratique culturelle, parce qu'on se cultive soi-même dans ses propres certitudes et on échange sur les séries qu'on a vues. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est très sympa, parce que c'est émouvant et puis parce que c'est bien fait. Mais le spectacle vivant, des fois, il est moins consensuel, parce que c'est un chantier de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et qui est une découverte, et donc qui est quelque part quelque chose qui peut être un peu en danger. Parce qu'aller voir un spectacle qu'on ne connaît pas et dont on ne sait rien, et être déçu, c'est pas forcément une bonne chose pour avoir envie d'y retourner. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est là où on crée... C'est le risque. C'est ça, c'est un petit risque quand même. Mais moi, je crois que dans la formation des enfants, il faut essayer de leur donner la possibilité d'affûter leur regard aussi. C'est-à-dire qu'eux deviennent les précepteurs de ce qu'ils voient. Et ce n'est pas le réalisateur ou le monteur ou le scénariste qui te donne l'info que toi tu vas recevoir émotionnellement. Et c'est la grande différence, c'est que l'émotion du spectateur, il l'a choisie. Parce que sur un plateau, tu peux voir en 3 dimensions et tu peux choisir aussi plus facilement celle qui te touche le plus. Enfin bon voilà, c'est un débat. Mais... du coup, on parlait de... On a commencé ce débat aussi... tout à l'heure avec Julia et Julia, quand on parlait de mettre de scène. Mais est-ce qu'il y a des spectacles pour enfants? Est-ce que c'est spécifique? Qu'est-ce qui fait la spécificité du spectacle pour enfants? Alors, il y a des spectacles pour enfants. Si on se réfère par exemple à la création artistique pour l'enfance, ça démarre à l'âge de 18 mois. Et à 18 mois, il y a des artistes qui essayent de comprendre comment un jeune enfant interagit sur le plan émotionnel. Parce que la langue natale de l'enfant, c'est l'émotion. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir capter cette émotion et comment les artistes vont-ils leur amener un certain nombre d'éléments qui peuvent être rassurants parfois, déstabilisants à d'autres fois. Et on invente du coup aussi des poésies musicales, des poésies plastiques qui font que les enfants sont éveillés par des artistes. Et ce n'est pas de l'éveil mécanique. Et j'imagine que le spectacle il doit être plus court quand il s'adresse... Oui. Alors il est plus court effectivement par rapport à l'attention du jeune spectateur, mais globalement les très bons spectacles pour enfants, y compris pour les plus petits, sont quand même assez souvent de très bons spectacles aussi pour les adultes. On l'oublie parfois ça, parce que voilà, il y a une dimension, un artiste il ne crée pas nécessairement dans un espace contraint pour un public en particulier. Mais tu as des artistes qui ont des capacités d'emmener les enfants et les adultes vers un imaginaire extraordinaire. Ouais. Oui. Voilà. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours pris énormément de plaisir à aller voir des spectacles pour enfants parce que justement, il y a cette poésie et où tu retournes... On joue beaucoup sur l'imaginaire. Tu retournes en enfance.
Donc ça t'as fait, t'es allé voir des spectacles pour Pardon enfants. Ben ça oui, parce que j'ai des enfants et je fais plus pour les enfants que pour Ah, moi. que pour toi, bah, Michael, je te laisse, De quoi? je sais pas, pour l'interview. Bah oui, on est sur la clôture de Momix. Ouais. Ça y est, c'est fini. Ah oui. Vous sortez du spectacle de clôture. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on en tire comme Ben, premier bilan, impression, ressenti de... d'abord, Et en plus, ouais. c'est votre dernier du coup, parce que en avril, vous partez à la C'est retraite. mon dernier en tant que directeur du CREA, Voilà. effectivement, et c'est alors un moment d'émotion, oui, et en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la nostalgie, donc il faut savoir arrêter aussi certaines fonctions, il faut savoir transmettre. Non, là, c'est ce qui était surtout très excitant ce soir, c'est d'avoir le Bob Théâtre, qui est une compagnie fidèle de Momix depuis 20 ans, d'avoir Denis Attimon, qui est magistral dans son rôle, de Michel B, qui raconte justement cette dimension émotionnelle de l'ogre. Parce que là, les ogres aujourd'hui sont très gentils dans la littérature enfantine. En général, ils sont plutôt un peu sympas. Les dents sont un peu moins pointues. Et puis, du coup, la littérature, elle devient aussi un petit peu plus normalisée. Oui. Et on n'aime pas trop faire peur aux enfants. On a dit, ah non, il va pas aimer, il va avoir peur. Non, la peur, c'est quelque chose qui s'apprivoise. Un ogre sur un plateau de théâtre n'a jamais tué personne, il n'a jamais mangé personne. En revanche, l'enfant qui le voit et qui y croit, il va savoir que ça existe. Donc tout ça, c'est le spectacle vivant, c'est de croire à des choses. Et puis c'est l'émotion, la Voilà. peur c'est une émotion. Et qu'il faut canaliser aussi. Et nous, à Momix, ça a toujours été ça. Pour nous, c'est valoriser des productions dans lesquelles les enfants sont dans un apprentissage émotionnel. Parce que Edgar Morin disait, des fois on aime bien citer les gens, ça fait un peu cultivé, quoi. Il disait, le spectacle vivant, c'est l'apprentissage de la condition humaine. C'est vraiment ça. Ouais. Oh. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est une belle phrase, effectivement. Je la sors assez régulièrement. Puis effectivement, on peut faire le lien parce qu'on recevait juste avant effectivement Julia du collectif qui essaie de défendre un peu scène de rue. Ah ouais. Comment vous avez reçu un peu cette nouvelle de scène de rue, ça change, ça a envie d'aller vers le jeune public? Scène Voilà, de rue, vous avez été le premier interviewé. je suis assez bien placé parce que vous ne le savez pas, mais moi en 1992, j'ai créé à Mulhouse, puisque je travaillais au service d'animation culturelle de Mulhouse, un festival qui s'appelait Macadam Folie. Voilà, alors L'ancêtre de... C'était les prémices. D'accord. Et donc Macadam Folie, c'était les premières compagnies de rue, Ilotopie, les compagnies Générique Vapeur et autres, qui œuvraient à l'époque. Mais malheureusement, la filature est arrivée en 1994 et le théâtre de rue a disparu. Donc, mais entre-temps, il est remonté sur scène à Mulhouse parce qu'il y avait une volonté de redévelopper de l'animation urbaine pour la population. Et voilà, scène de rue aujourd'hui, c'est une référence. Ah bah oui. C'est une référence dans le domaine du théâtre de rue, de la création, de la qualité artistique, d'artistes qui sont extraordinaires et qui d'ailleurs touchent des publics extrêmement larges. Il ne faut pas dire que scène de rue soit dédié uniquement à des publics adultes ou autres, non. C'est un festival qui touche tout le monde. Maintenant, les problématiques peut-être financières des collectivités font que ces modèles sont peut-être plus forcément faciles à équilibrer sur le plan budgétaire, moi j'en sais rien, mais en tous les cas, l'idée de s'adresser aux enfants, c'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais encore faut-il savoir ce que ça recouvre. Faut qu'il y ait un projet, quoi. Enfin, oui, voilà. quel projet, pour qui, comment. Et avec qui aussi? Avec qui? Vous connaissiez déjà? Vous étiez déjà rencontrés ou... Non. Oui, on s'est rencontrés déjà. Oui. Ah bon? Je ne sais pas. Non, je crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. non. D'accord, ok. D'accord. Mais je connais Philippe par le fait que ça soit une personnalité publique du spectacle vivant, quoi. Et Momix, le Créa, ils sont aussi victimes de coupes budgétaires ou... Ouais, nous on a eu beaucoup de difficultés très fortes d'ailleurs, parce que le CREA c'est un lieu de formation des enfants, c'est un lieu de pratique culturelle, c'est une école de musique, de danse, et c'est aussi une scène conventionnée d'intérêt national avec des productions, des créations, des choses comme ça. Et le modèle, il a été malheureusement un peu amputé de moyens financiers qui font qu'aujourd'hui on est en train de recalibrer le projet pour l'année prochaine. D'accord. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça va changer? Il sera plus court le festival? On est en train d'y réfléchir là pour le moment. Il y a probablement, effectivement, il risque d'être un peu raccourci.
on aura peut-être un peu moins de compagnies sur la commune et peut-être des compagnies dans d'autres villes et notamment sur Mulhouse. Enfin, on va essayer de répartir le projet différemment. Intéressant. D'accord, parce que, alors, il y a un partenariat ou c'est au niveau de M2A ou comment ça se passe ou c'est entre les... C'est entre les communes. D'accord. Entre les communes et les structures culturelles. D'accord. On va mieux collaborer ensemble, mieux mutualiser les projets, faire en sorte qu'il y ait des choses, peut-être aussi avec Benoît André à la filature un peu plus, et pourquoi pas à la passerelle, pourquoi pas dans certains centres sociaux de Mulhouse. Il y a une volonté en tout cas à Mulhouse de s'impliquer plus fortement dans Momix. D'accord. Alors moi, tant mieux, mais j'avoue que je comprends pas que c'est peut-être une question con, hein. Allez, j'y vais, mais que d'un côté, on est scène de rue qui cherche à rencontrer les élus et à essayer de savoir ce qui se passe, etc. et qui se retrouve face à une porte fermée. Et de l'autre côté, il y a quand même cette démarche du coup de Mulhouse d'aller aussi, de rencontrer Kingersheim ou alors le CREA pour essayer de construire quelque chose, mais il n'y a pas de lien qui est fait. Est-ce qu'il y a un lien qui est fait entre scène de rue et... Alors, dans l'immédiat, non, parce que Scène de rue, c'est un festival d'été, c'est un festival qui fonctionne, c'est un événement urbain. Nous, on est dans une dimension, on va dire, hivernale. On est dans un rapport aussi où on travaille sur l'éducation artistique et culturelle. Donc, on a aussi un travail avec les scolaires, un travail autour des médiations. Donc, on est sur un schéma qui est un peu différent. Ah oui, et d'accord. puis, on va aussi travailler plus fortement avec des structures qui sont dans cette capacité de s'investir. Quand on va travailler avec la passerelle de Rixheim ou la filature, il y a déjà un modèle de production et de diffusion qui existe. On va simplement essayer de regarder s'il faut le développer et faire en sorte que l'axe de programmation de ces différents lieux va se renforcer au bénéfice d'un festival sur le temps du festival, ce qui permettra d'avoir une offre plus conséquente et peut-être de maintenir la dynamique professionnelle, puisque un des avantages de Momix, c'est qu'on a beaucoup de professionnels qui viennent voir les productions, quoi. Ouais. Et ça, ce qui est fait finalement, ce serait possible pour Scène de rue aussi, pour sauver le festival, à aller vers d'autres acteurs, Oui, bien mobiliser les... j'ai beaucoup de les mal à entendre partenaires. ce truc, donc j'ai pas entendu tout. C'est très bruyant C'est aujourd'hui. bruyant, là, ouais. Mais effectivement, Momix et Scène de rue, c'est deux propositions complètement différentes. Hein, finalement. On va voir comment ça va être compliqué à mon avis. Avec 45 minutes de retard. Nico, ça va tellement. Nico la remporte. Oui. On n'est quand même pas, et on n'est pas sur une gratuité. Non. Donc on n'a pas le même type d'événement et on pense vraiment que les deux pourraient se compléter. Totalement. Et plus il y en a, plus c'est dynamique, plus on fait venir du théâtre, plus on fait venir des spectateurs. Et on se demande bien pourquoi on ne pourrait pas aussi moduler et s'il y a des contraintes budgétaires, parce que nous on pense comme étant légèrement faux, voilà, comment on fait pour moduler Scène de rue pour qu'il perdure dans le temps et qu'on ne le perde pas en fait. Non, mais c'est sûr. Est-ce qu'il existe un collectif, j'allais dire intercommune, d'acteurs comme ça, du milieu culturel qui se retrouvent et qui échangent sur ces questions-là? Est-ce que... Alors dans le jeune public, il y en a. Il y a des collectifs jeunes publics à l'échelle du Grand Est, un réseau qui s'appelle Le Tigre. Après, il y a des collectifs de rue, mais je crois savoir qu'il n'y en a pas nécessairement, peut-être en Alsace, mais il y en a sans doute dans certaines régions, où justement il y a des rencontres, des discussions, des débats. Mais je pense que c'est important peut-être de prendre exemple aussi sur ce qui se passe dans d'autres territoires qui sont confrontés à des situations qui sont à peu près identiques, parce que le modèle économique de la rue, c'est un modèle qui ne fait que coûter. Il n'y a pas de recettes, il n'y a que des subventions qui sont généralement fléchées prioritairement par les communes. Et il y a aussi toute une infrastructure technique, logistique, d'intermittents, qui sont souvent des charges, mais qui, quelque part, rapportent aussi sur le plan économique, parce qu'il y a aussi des ressorts économiques extrêmement importants. Donc, ce sont des choix politiques qui doivent être bien mesurés, et il ne faut pas, à un moment donné, peut-être négliger le fait que ça apporte aussi une identité à une commune. Et Scène de rue commençait à être, dans le paysage, en tout cas, des festivals de rue, un des 3 gros festivals avec Châlons et Aurillac qui étaient vraiment bien repérés. Enfin, moi, je peux donner l'exemple. J'ai travaillé 2 ans avec une compagnie et on avait un spectacle qui était assez lourd techniquement à faire tourner, avec 3 jours de montage, à 10 techniciens, etc. On a pu être accueillis sur notre tournée que par 4 lieux en France. Voilà. Donc, et il y avait Scène de rue dedans. Donc, c'est quand même la preuve qu'il a fait sa place dans le territoire national, en fait. Donc là, en plus, on nous supprime un truc qui a un rayonnement national. C'est ça. Mais oui.
Et Philippe, alors c'est votre dernière année, si j'ai bien compris? Ouais, c'est ma dernière année en tant que directeur du CREA. Après, je garde encore un tout petit pied dans la structure parce qu'une programmation, ça se monte 1 an avant. Donc vous êtes... Je suis chargé de la programmation de 2024. D'accord. Mais j'ai aussi 15 compagnies qui n'ont pas pu être accueillies cette année puisque j'ai réduit le festival. Ah, oui. Donc je me suis positionné aussi par rapport à ça dans la mesure où un directeur de scène conventionné, lorsqu'il quitte ses fonctions, la structure perd son label. Donc il faut absolument que dans le contexte d'une direction artistique, les partenaires comme l'État, la région et le département ont besoin d'avoir une personne qui soit, on va dire, reconnue pour cette fonction-là. Donc j'ai accepté de continuer ça. De faire juste ce travail-là. Voilà. Mais je serai à la retraite sur le plan du projet global. Et alors quel bilan vous tirez de tout ça et comment vous envisagez la suite? Est-ce que vous êtes content de vous retirer? Est-ce que vous auriez continué? Non, je suis content, c'est bien. Ouais. Il y a un temps pour tout. Je devais partir l'an dernier, ça ne s'est pas fait. Donc là maintenant, je suis sur une nouvelle idée de vivre ma vie différemment, de garder aussi une volonté de transmettre aussi un peu à mon équipe, à l'équipe du CREA, de voir aussi quel va être le nouveau format qui va se dessiner, d'avoir peut-être aussi une mission d'étude qui va se lancer pour savoir comment on va collaborer sur nos mix dans les années qui viennent. Donc c'est un petit chantier de transition. Mais non, c'est très bien comme ça. Voilà, moi ça me va. D'accord, je crois que il est 19h. Ouais, je crois que vous êtes attendu. Hein. Ouais, je vais y aller là. Ouais. Merci. Oui, je crois qu'on attend Philippe sur la scène des Sheds pour lancer la soirée de clôture. Merci beaucoup de passer à notre table. Merci à toi.